All right? T'es good? Ouais. Alain Farah, merci énormément qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Ben, honnêtement. merci à toi de l'invitation. Fait que là, j'ai dit Alain Farah, j'ai même écrit Alain Farah, mais tout le monde sait maintenant que ton nom, c'est Youssef Charbel Safi Farah. Exact. Maintenant, je peux plus m'en cacher. Non, Ouais. tu peux plus. Le monde, il te gosse-tu avec ça? Ben, tu sais, ça fait 4 ans que le roman est paru, donc c'est comme un running gag, mais non, il me gosse pas plus depuis que le film est sorti. Oui, c'est ça, je me demandais si Ouais. ça avait comme eu un regain depuis que le film est sorti, mais tu t'en sors pas Ouais, pire? je m'en sors bien, je m'en sors bien. C'est bon. Comment tu as trouvé le film? T'es-tu content? Je suis vraiment content. C'est sûr que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été impliqué dans le processus d'écriture et puis d'avoir pu voir des assemblages, puis d'avoir pu aller en salle de mix, tout ça. Donc c'est ça, ce qui était le fun, c'était de voir la surprise des gens qui le découvraient dans les dernières semaines. Mais moi, c'est sûr, oui, j'assume complètement j'assume complètement les choix d'écriture que Philippe et moi, on a fait. Puis je suis vraiment ravi aussi du film qu'il a réalisé. Moi, c'est un cinéaste que je suivais. OK. Donc je suis contente d'avoir, comment je te dirais, de pouvoir participer un peu au développement de son univers. Là. Mhm. Parce que là, tu as écrit 1000 secrets, 1000 dangers ici, que j'ai lu. Excellent roman. Puis, c'est ça, ton livre a été adapté en film et il est sorti tout récemment au cinéma. Ça fait 3 semaines, là, ouais. 3 semaines. Puis, je suis allée le voir aussi à l'avant-première. On s'est rencontrés là. Et j'ai adoré. T'étais à la Maison du cinéma, c'est tout ça? Oui, ou, à Sherbrooke. ouais, À c'est Sherbrooke, ça. oui, Ouais, c'était une exact. très belle soirée, ça. Ouais. Ouais. Dans un très beau complexe. Ouais. Mm-hmm. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que même si j'avais lu le livre, on dirait que je découvrais des choses. On dirait que le film est quand même un peu différent, même s'il est très semblable, mais dans le sens que, oui, tu parles de ta maladie dans le livre, mais on le sent tellement dans le film. C'est incroyable. Puis je savais pas que c'était... C'est peut-être moi qui a mal absorbé ce que tu as écrit, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Je savais pas que c'était si désagréable que ça. Puis il y a une des premières scènes, c'est toi quand t'es petit, je pense à 11 ans, qui est sur la toilette, puis qui crie, puis je te jure, l'émotion que j'ai ressentie à cette scène-là, je me suis tellement pas sentie bien. J'ai compris à quel point que tu souffrais. Ben, je suis pas le seul. Hein. Il y a plus de 200 000 Canadiennes et Canadiens qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc c'est sûr que effectivement, tu sais, dans le roman, ça passe par la voix du narrateur, donc c'est imagé, il y a beaucoup de pages là-dessus et tout. Mais c'est sûr de voir un enfant souffrir à l'écran à la 3e minute du film, parce que c'est à la 3e minute qu'on montre ça. C'est sûr que oui, c'est percutant. C'était une manière, comment je pourrais dire aussi, de montrer... D'abord, on voit les conséquences, c'est-à-dire un être nerveux, désagréable, antipathique jusqu'à un certain point. Et puis là, on voit un peu qu'est-ce qui précède puis qui pourrait expliquer ça aussi. Donc c'était un peu le sens de cette scène-là. Mais effectivement, je pense que n'importe qui souffre, que ce soit la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, qui sont 2 maladies sœurs, si on veut, ben oui, des scènes comme ça, ils les ont vécues, hélas. Mm-hmm. On dirait que... Moi, je connais rien à cette maladie-là. Ouais. Fait qu'on dirait que j'avais pas associé ça à que la personne n'était pas capable d'aller aux toilettes, mettons. Ouais. Puis que, tu sais, c'était tout pris en dedans. Puis Ouais. que j'avais pas fait le lien. Puis Ben, là, il y a toutes sortes de variations, c'est-à-dire que l'inflammation intestinale, elle s'exprime de toutes sortes de manières. Fait que là, cette scène-là, comme on l'a pensé, c'est vraiment ça. C'est vraiment une sorte de blocage ou de crampe tellement grande là, qui peut ressembler à ce que n'importe qui peut vivre quand on a une crampe. Mais c'est juste que la scène aussi, elle a lieu au moment où les parents sont en train de se chicaner. Donc c'est comme si ça associe quelque chose de l'ordre de la souffrance psychique puis de la souffrance physique dans le corps de ce jeune enfant-là qu'on voit dans le plan après puis dans le plan avant comme jeune adulte. Mm-hmm. Je me suis tellement reconnue dans le livre. C'est bizarre à dire, là, parce que, tu sais, on n'a pas le même background, of course. Mais mon père, il est dans une autre religion.
OK. Puis nous autres, on a grandi, on avait des trucs, des événements à chaque dimanche à Pierrefonds. Comme quoi? Comme autre religion, quand tu C'est dis... Baha'i. Ah oui, ouais, c'est cool, ça. C'est intéressant, ça. Puis là, on allait meet-up plein de monde de nationalités diverses. Fait que, tu sais, j'ai grandi avec des Nabil, des Youssef, Ouais. tu sais. Ouais. Puis là, quand tu décrivais, ça me rappelait mon enfance, puis ça me faisait tout chaud, tu sais, Ouais, au cœur, parce ouais, que ça fait comme longtemps un petit peu que j'ai quitté Ouais, ça. ouais. Fait que, puis je veux dire, n'importe quoi, tu parles de la haine, mais quel film culte. Moi, la haine m'a tellement marqué. Il y a tellement de choses, je te jure, je lisais ton livre, puis à chaque fois, je disais, mais ça se peut pas, comment ça que je connecte demain? Je t'ai dit que je suis allée au dentiste ce matin, tantôt. La fille se présente, elle dit, je m'appelle Farah, je vais faire ton... Je dis, c'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que C'est génial. Jusqu'au dentiste. Ouais. Ça, c'était genre il y a 2 heures de temps avant que tu me rencontres, exact. Oui. Puis Dieu sait qu'il y en a un dentiste aussi dans mon livre et dans le film de Philippe. Oui, Wally. Ouais, c'est ça. Y a-tu vraiment mangé ta dent? C'est sûr que ça, c'est-à-dire, comme on parle souvent de qu'est-ce qui ressemble puis qu'est-ce qui différencie le film du livre, mais souvent les gens, leur réflexe, c'est tout de suite de dire « Ah, il n'y a pas tel truc, puis il n'y a pas tel truc, il n'y a pas tel truc. » Mais dans le film, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dans le livre. Et puis notamment, le déplacement, le fait que Wally vienne à la noce, ça, c'est une trouvaille de Philippe qui dit à un certain moment, il dit « On peut pas faire vivre ce que Alain vit de ce débat-là un peu politique chez le dentiste dans le roman. » Puis, tu sais, c'est la manière dont c'est planifié dans le roman, ça arrive quasiment en simultané avec le fait que Virginie est avec Myriam en train de se préparer et tout ça. Il dit tout ça aura pas de sens, c'est comme c'est trop loin de l'action alors qu'il vit quelque chose d'assez bouleversant. Fait qu'il disait qu'est-ce que t'en penses qu'on amène Wally à la cérémonie, à la noce. Et puis j'étais super dedans. Fait que la scène a été à écrire, à réécrire. Et à un certain moment, Philippe et moi, on sentait qu'on avait besoin de ce personnage-là pour accélérer, si on veut, la crise de panique d'Alain. Donc le geste de la dent nous semblait comme un... C'est le seul autre personnage qui avale des choses, à part les pilules d'Alain. Dans le fond, on a Wally qui avale la dent, donc c'est un moment que les gens semblent apprécier. Là. Oui, quand même. On va en parler de l'anxiété, parce que quand, à la Maison du cinéma, justement, il y avait une période de questions à la fin, puis je trouve que l'anxiété revenait beaucoup. OK. On dirait que ça touchait les gens que tu parles à ce point-là. Ah oui, il y a une dame, oui, je me rappelle aussi qui en a parlé. Ouais. Puis dans le livre, à quel point que tu prends des Xanax, ça n'a aucun sens. Je me disais, mais voyons, ça doit tellement pas être bon, mais... Non, je pense pas que c'est très bon, non. Dans le film aussi, il en prend, mais comme le film, l'action dure autour de 24 heures, il en prend moins que dans le livre qui dure plusieurs années. Oui, exactement. Puis ça a commencé jeune. Tu étais ado quand tu as commencé à prendre... Ben le personnage, il explique, ça, on n'a pas traité ça dans le film parce qu'on les a écrits, les scènes d'hôpital et tout ça, mais c'est que ce qui est arrivé, ce que je raconte dans le roman, tout ça, c'est que en fait, assez vite, quand on est pris avec des problèmes de santé comme ceux liés à une maladie comme la maladie de Crohn, c'est que c'est un environnement très anxiogène, là, tu sais, que... par le fait d'être dans les tests souvent à l'hôpital, d'être dans les, de fréquenter, t'es un peu à côté de ta vie, là, surtout à l'adolescence. Donc, ça amène beaucoup d'anxiété. Puis, à un certain moment, cette anxiété-là, pour arriver à la contrôler, c'est sûr qu'on va te proposer des solutions type benzodiazépine. Et puis, ben là, c'est ça. Tu rentres dans un autre genre de chemin weird où est-ce que dans le fond, tu t'es apaisé un peu de ton anxiété, mais c'est un apaisement qui est de surface pas mal, alors que les enjeux, le signal que ton corps t'envoie par rapport au fait de devoir être anxieux ou non, mais c'est compliqué. C'est des questions compliquées. Ouais. Je me rappelle une partie de ma vie, mon système, ça fait pas très longtemps en plus, mon système nerveux était tellement surchargé que j'étais comme tout le temps, ses nerfs, mon cou, là, il était là, raide comme une barre. Puis, j'avais eu des problèmes de santé, puis il avait fallu que je prenne des médicaments. Puis, à un moment donné, il y a comme j'étais sur la fin de un, puis le début de l'autre, mais il y a comme une journée que je les ai pris en même temps.
Puis le feeling que ça fait de prendre ces deux-là en même temps, je pense pas que j'étais supposée, mais le pharmacien m'avait rien dit. Fait que j'étais dans mon lit, mais détendue, comme ça avait aucun c'est le fun, sens. Puis je me suis tellement sentie bien, puis je me rappelle, mon chum il était à côté de moi, puis j'essayais d'y expliquer à quel point que c'était un relief pour moi de me sentir si détendue enfin après des années, tu sais. Ouais. Mais de pas recommencer ça, là, après, là, Ouais, mais c'est là qu'on voit le... C'est tough. C'est ça. Mais moi, c'est un peu... Ça ressemble à ça, l'expérience dont je me souviens là, d'avoir vécu. C'est ça, dans le roman, j'en parle. Là, c'est les gens de la clinique de la douleur, tu sais, qui viennent te voir, puis sont comme... Ben, tu sais, il y a toutes sortes de souffrances. Oui, la souffrance physique, mais la souffrance psychologique. Puis là, tu sais, comme là, quand tu es dans la phase, mettons, post-opératoire, où tu reçois à la fois, là, tu sais, tu sais, la codéine ou, tu sais, les antidouleurs, puis que tu reçois un petit peu d'activant ou whatever, tu sais, c'est comme, là, tu comprends vraiment l'univers de l'addiction, tu sais, parce qu'effectivement, tu sais, il y a une forme de souffrance qui est comme paralysée. Puis là, dans l'expérience que tu décris, c'est même que, tu sais, ça peut produire même un bien-être après tout ce temps-là de... Mais moi, c'est ça, j'ai grandi, j'ai vécu mon adolescence dans les années 90. Fait que, tu sais, il y avait aussi déjà un cinéma qui explorait ça dans le cinéma, qui jouait en salle. Tu sais, je pense à Basketball Diaries ou encore plus Trainspotting, qui esthétisait en partie, bon, peut-être moins Basketball Diaries, que d'ailleurs, j'ai pas revu depuis l'époque, il faudrait voir si ça tient la route encore, mais Trainspotting, tu sais, esthétisait quand même toute cette espèce de truc de l'addiction, tout ça. Puis je trouve que ça participe aussi du danger, tout ça, de vouloir, là, tu sais, comme tu sais, être dans un film, là, tu sais, qui est toujours un peu un genre de truc un peu dangereux, là. Donc, mais c'est bien, t'es pas devenu addict, donc? Non, ouais. Non. Mais dans le sens que là, à ce moment-là, on dirait que j'ai compris pourquoi que quelqu'un recommençait. Parce que c'est incroyable bien que ça fait, tu sais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que souvent, on n'a pas la bonne approche, je trouve, quand on réfléchit à ces questions-là, parce qu'on se place du côté du jugement, tout ça, sans se mettre à la place de ceux qui, justement, traversent ça. Puis on est dans un moment, puis tu sais, Montréal commence à tomber là-dedans, mais j'ai des amis qui reviennent de Vancouver qui me disaient que c'était vraiment, là, tu sais, comme... cauchemardesque, là, la crise des opioïdes. C'est-à-dire qu'il y a un peu ça aussi, c'est une société tellement souffrante. Et là, tout d'un coup, tu mets sur le marché des molécules qui apaisent la souffrance des gens. Ben là, c'est comme un peu une tempête parfaite. Là. Mm-hmm. À la fin du livre, de ce que j'ai compris, tu n'étais jamais de toute ta vie allé en Égypte. Oui, c'est ça, dans le roman, oui. Dans la vraie vie, c'est un peu différent. Ah, mais OK. Ouais. Là, ben, t'étais allé petit d'abord quand t'étais... Non, mais j'allais... c'est parce que le protagoniste, il a comme 27, 28 ans. Moi, mon père m'a emmené en Égypte la première fois, c'était à la fin de mon adolescence. OK. Ouais. Je me demandais comment tu avais trouvé ça. Très aller fort. dans ce pays. Tu sais, je veux dire, c'est déjà original. Oui. Puis je peux t'en parler comme... dans la durée, parce qu'il y a eu ce premier voyage-là, puis après d'y retourner à d'autres moments de la vie aussi, c'est fort. Puis récemment, il y a quelques mois, j'y étais avec ma femme et mes enfants aussi. Donc, et puis mon père qui était avec nous encore. Donc, ben écoute, c'est super intéressant parce que c'est là que tu vois la complexité de tout ce qui concerne l'immigration et puis comment ici, on a des bouts de ces cultures-là, mais qu'en même temps, c'est des bouts un peu décalés dans le temps, parce que si ça fait 40 ans que tes parents sont là, ou 50 ans, comme c'est le cas de mes parents, ben, ce qu'ils ont ramené de leur pays d'origine et plus nécessairement dans leur pays d'origine. Quand tu y retournes, fait qu'il y a des décalages, tout ça. Puis en même temps, il y a la familiarité d'entendre la langue dans laquelle tu as grandi. Après, bon, c'est ça, l'Égypte en particulier, c'est un pays... vraiment hors norme, là, avec, je sais pas, 120 millions d'habitants. Oui, ben oui, c'est grand, j'ai vu ça. C'est ça, avec les pyramides, avec... donc, il y a beaucoup de dimensions à visiter ça. Moi, je m'identifie souvent comme Égyptien, mais comme Libanais aussi, parce que, dans le fond, nous, c'était un peu nos origines à nous-mêmes. C'est-à-dire, mes parents, eux, sont en Égypte, mes grands-parents aussi, mais ils étaient d'origine libanaise. Puis ça a toujours été
c'est comme un peu quand aujourd'hui on dit après 3-4 générations à un Haïtien ou à un Italien d'origine québécois, d'origine haïtienne ou italienne, ben t'es italien. Mes parents se faisaient dire ça. Ils étaient des Libanais, eux, pour les Égyptiens. OK. Et puis ma mère, c'est vraiment avéré du fait qu'elle, pour des histoires qui seraient trop longues à raconter ici, elle a été, dans le fond, elle est retournée, elle, au Liban, puis elle a passé une douzaine d'années au Liban avant de s'installer ici, au Québec. OK. Donc, elle, la culture libanaise, elle a... Tu sais, comme c'est vraiment important pour elle. C'est là qu'elle se représente un peu qui elle est. Et d'ailleurs, dans le film, ça, c'est un gros mouvement quand même qu'on a fait. C'est-à-dire que là, on a vraiment créé une famille qui était libanaise. Alors que dans le roman, là, je peux me permettre d'avoir la spécificité de dire non, c'est des gens qui sont des immigrants libanais qui se sont installés en Égypte pendant, mettons, 3 générations. Ouais. En fait, tellement de nuances. Puis quand tu es allé pour la première fois, qu'est-ce qui t'a marqué le plus de là-bas? Ben, écoute, il y a beaucoup de choses marquantes quand tu débarques au Caire. Là. Ben, c'est sûr que c'est toujours ça qui me revient, mais là, j'ai pu, comme j'y étais il y a quelques semaines, le vivre avec des yeux un peu plus posés de gars de 46 ans. Là. Mais je me rappelle, mon premier choc, c'était le bruit. C'était le bruit vraiment. Tu sais, comme le Caire est une ville qui ne dort jamais, puis je me rappelle entendre les gens klaxonner, mais à toute heure du jour et de la nuit, sans arrêt. Okay. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup troublé. C'était aussi la première fois que tu vas dans un pays arabe, d'entendre le muezzin chanter la prière et tout ça, c'est des expériences absolument bouleversantes, là, esthétiques. Tu parlais de spiritualité, tantôt de religion, tout ça. Mais moi, ça a comme ouvert quelque chose par rapport à cette espèce de sentiment que quand je suis dans un pays musulman, c'est vraiment un endroit où je me sens bien, où je me sens enveloppé de quelque chose d'assez particulier. Fait que ça a comme aussi ce voyage-là dont je te parle, comme ouvert une sorte de... comment je pourrais dire, d'expérience après qui a fait en sorte que j'ai aimé beaucoup voyager dans le monde arabe. OK. Ton papa, là, tu m'as dit qu'il était allé avec toi tout récemment. C'est merveilleux. Oui, il était. Puis c'était le fun parce que à l'époque où on était allés ensemble, ben, il nous montrait un peu son école, il nous montrait où il avait grandi, il nous montrait... Puis là, il pouvait le montrer à mes enfants. Oui, c'est Donc vrai. ça, je me sentis vraiment très, très chanceux de pouvoir assister à ça, mais c'était une position le fun aussi parce que j'étais comme plus un spectateur qu'un acteur dans tout ça. Et puis, en même temps, ben, c'était beau parce que mes enfants avaient besoin de moi parce qu'ils parlent pas l'arabe. Ouais. Et puis ben, c'est ça. Mon père aussi, dans le sens, c'est commencé avec les grands-parents, c'est-à-dire que ça restait quand même que lui était le grand-papa, donc c'était des fois, c'est moi qui gérais mes enfants, tu sais. Fait que c'est... non, je me sens très privilégié d'avoir pu vivre ça, ouais. Fait que là, la relation avec ton papa, j'imagine qu'elle est rendue belle. C'est une belle relation. Oui, bien, ça a toujours été... c'est ça, je pense que ce qui sauve un peu mes histoires, c'est que je pense que... Puis ça, souvent, les gens viennent m'en parler, qui sentent que, oui, c'est compliqué, c'est des dynamiques qui sont complexes, mais il y a toujours l'amour. Hein. Et ça, moi, je pense souvent à ça quand je vois du monde vraiment poqué et tout ça, puis je me dis... T'as beau te plaindre, là, toi, t'as été aimé, puis être aimé, ben ça change vraiment tout. Oui, ça change vraiment, vraiment, vraiment tout. Et ça, c'est vraiment une autre des grandes chances que j'ai eues d'avoir 2 parents extrêmement aimants, 2 parents qui ont vraiment voulu tout nous donner, mais qui étaient pris avec leurs propres affaires, leurs propres difficultés. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si à 26-27 ans, j'étais tombé, tu sais, comme installé dans l'autre bout du monde, puis que 2-3 ans après, je pense à ma mère, tu sais, dans un pays où ma mère avait jamais vu la neige, tu arrives ici, tu sais, t'es pogné, il fait moins 40, tu sais, t'as des jeunes enfants, tout ça. Je repense beaucoup à ça, ayant vieilli maintenant. Et oui, non, c'est sûr, ça reste que mon père, je suis très proche de lui, oui. Ta mère, c'est quand même un personnage fort dans le film et le roman. Ouais. Dans les 2 sens, là, dans le sens qu'elle est marquante, puis dans le sens qu'elle a un fort caractère aussi. Ouais. On le sent très bien. C'est très présent dans les 2 que tu as le goût que ta mère s'excuse. Ouais. Puis ça se passe pas.
Puis je me demandais c'était quoi la réaction de ta mère quand elle a lu le livre ou vu le film, peu importe, mais est-ce que vous aviez eu cette conversation-là après de... Tu sais, ça devient dur pour moi de savoir les conversations ont eu lieu quand, avant ou après, ou tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que, puis on a beaucoup travaillé, Philippe et moi, là-dessus, c'est-à-dire, il y a, tu sais, en psychanalyse, on parle du contenu latent, du contenu manifeste, c'est-à-dire qu'il y a le contenu manifeste, c'est des choses qu'on dit. La mère dit à son fils, « Je te pardonne ». Elle lui dit ça. Qu'est-ce que c'est le contenu latent derrière ça? Qu'est-ce qu'elle essaye de dire à ce moment-là? Mhm. Et puis, il y a une possibilité qu'elle soit en train de dire « je m'excuse » quand elle dit ça. Mais il y a aussi une possibilité qu'elle dise vrai, si on travaille là-dessus dans le film, où elle dit « je te pardonne », c'est-à-dire, il dit « tu me pardonnes quoi? » Puis elle dit « je te pardonne parce que ça m'a fait souffrir d'être ta mère. Mhm. Et ça, pour moi, c'est hyper important de ne pas mettre ça sur le dos d'un délire quelconque. Ça a dû être très dur pour ma mère d'être ma mère. Pour plein de raisons, mais aussi parce que j'étais jusqu'à un certain point un adolescent à problème, parce que je sais que je l'ai beaucoup inquiété, je sais que j'arrivais pas à comment je pourrais dire, me conformer aux besoins qu'elle avait de me contrôler, tu sais, qui est un besoin normal et qui était surtout un besoin totalement legit dans son univers culturel à elle. Ouais. Mais là, c'est là qu'il y avait un clash. Parce que moi, je veux dire mes amis, ils faisaient ce qu'ils voulaient tout le temps, là, à partir du moment où ils étaient adolescents. Donc moi, j'avais beaucoup de comptes à rendre. Ça générait beaucoup de frustration. Mais est-ce que je pense qu'on sait très bien, puis ma mère si elle avait pu avoir la vie qu'elle méritait d'avoir, elle aurait été une artiste, j'en suis convaincu. Et je pense qu'elle a l'intuition que tout ça est un peu un jeu, dans le fond, comme la partie de création. Et que dans ce cadre-là, ben, dans la mesure où j'essaye, peut-être que j'essaie de me justifier, hein, mais que j'essaye de faire mal à personne, mais que j'essaye de raconter des histoires qui puissent dire quelque chose de qu'est-ce que c'est que d'être, dans le fond, dans une famille. Il me semble que ça passe par cette espèce de confusion ou cette espèce d'ambiguïté par rapport à... C'est très, très, très rare. J'ai pas beaucoup rencontré de monde qui ont des rapports simples avec leur famille. Ben non, c'est ça. Puis c'est fort, mais ça veut dire que c'est les rapports les plus vrais aussi. Ouais. Donc, je crois qu'une des choses qui explique le destin du roman, c'est que il y a ça qui est exploré. C'est quoi une dynamique de famille? C'est comment on s'en extirpe? Qu'est-ce qu'on garde de ça? Parce que lui, il est en lutte. Il a peur, en fait. Je suis content, on l'a gardé dans le film aussi, quand son cousin, dans les premières minutes, juste avant la scène, littéralement, que tu décrivais tantôt, où on voit le petit en train d'agoniser, son cousin, il dit, oui, je te comprends, c'est normal, t'es stressé, tu te maries. Il dit, c'est pas mon mariage. Mais moi, cette ligne-là, ce qu'elle veut dire, c'est le mariage de mes parents qui me fait mal. Donc tu vois, il y a comme ce truc-là, puis ça implique un certain rapport à la temporalité aussi, où moi, je suis convaincu que le passé est devant nous. On a beaucoup travaillé là-dessus. Philippe et moi, on était très raccord par rapport à cette intuition de Louis II qu'on partage, que le passé est devant nous parce que c'est ce qu'on connaît. Ouais. L'avenir, on le connaît pas, il est derrière nous. C'est vrai. Donc là, tout d'un coup, on a un film qui commence, puis pendant une demi-heure, personne ne sait pourquoi ce gars-là est dans cet état-là. Et finalement, ce qu'il y a devant lui, ou ce qu'on a devant nous comme spectatrice et comme spectateur, c'est le passé qui va arriver et qui va, dans le fond, permettre d'avoir du sens parce qu'on a déjà vu le présent. Donc ça, c'est toute cette dynamique-là qui fait en sorte que c'est sûr que ça fait un début de film quand même un peu difficile et tout, mais qui est déstabilisant. Puis on n'a pas cette idée-là de mettre le spectateur dans une position qui peut ressembler à celle du protagoniste. Ça participe du savoir, je dirais entre guillemets, de l'art, que les artistes, s'ils sont capables de pousser jusqu'au bout cette affaire-là, ils nomment quelque chose qu'on nomme pas dans le quotidien. Ouais. Puis qui nous apprend des affaires. Puis ça,
c'est pour ça qu'il y a comme un certain moment aussi, il faut faire la paix avec pas la paix avec le passé seulement, puisque ça, c'est un leitmotiv super important dans le film, mais la paix avec les temporalités multiples dans lesquelles les œuvres d'art, ils circulent. T'sais, moi, j'étais très stressé. Là, ça fait justement, là, on rentre dans notre 4e semaine. Très stressé au début parce que c'est mes propres bébites, que le monde aille en salle, puis que de vouloir que le film soit vu et tout ça. Puis à un moment donné, tu es face à des obstacles qui sont beaucoup plus grands que ton propre souhait, ta propre volonté. C'est déjà le soleil. Ça fait, je sais pas quand est-ce que les gens écouteront ce podcast-là, mais là, c'est un mois de septembre exceptionnel, la météo est superbe. Fait que là, tu peux pas dire aux gens aller en salle s'il fait super beau la fin de semaine. Puis c'est comme d'accepter que c'est un moment dans un travail artistique qui va vivre sa vie de toutes sortes de manières, même s'il n'y a pas des millions de personnes qui vont en salle. Mm-hmm. Il y a une question qui est revenue. La raison du pourquoi que tu as enlevé Constance à la fin, la réunion de Constance. C'est bien ça son nom? Oui, okay. Absolument. De Constance qui vient. Puis ta réponse avait été que tu n'avais pas le choix de couper, ça aurait été trop long, ça aurait été un film de comme 6 heures, si c'est pas plus. Mais que Philippe, il t'avait proposé de faire une série de 10 épisodes. Puis je me demandais pourquoi il t'avait refusé. Pourquoi que ça s'est transformé en film puis que tu voulais pas tout mettre à la base, Philippe est venu me voir pour faire un film. OK. Et puis, comme on a toujours su que c'est vraiment lui qui était le capitaine du bateau, puis tout ça, c'était comme évident pour moi que le premier draft du scénario, ça devait émerger de sa propre volonté de qu'est-ce qu'il va vouloir raconter. Okay. Moi, je me mêlais pas de ça. Puis j'ai dit, quand tu vas avoir la V0.0 qu'on appelle, donc quand tu vas avoir fait le premier gros travail de débroussaillage en disant, ça, je pense que c'est une séquence, ça, je pense que c'est une séquence, ça, je pense que c'est une séquence. D'ailleurs, cette version 0.0, elle commence en Égypte. Donc, le chapitre 1, le chapitre 1 qui est un moment quand même où il y a beaucoup de choses qui sont placées dans le roman, mais il est dans la version 0 du scénario. Philippe avait envie de ça, mais après, il sait qu'il ne peut pas amener un crew en Égypte non plus. Là. Mais je te dis ça parce que je crois que c'est à peu près là que Philippe s'est dit, aïe, aïe, là, je suis en train de sacrifier beaucoup des affaires qui m'ont donné envie de faire cette adaptation-là. Il venait de faire Le Temps des Framboises, donc il s'était fait la main à la série lourde, tout ça. Et puis il m'a dit, mais pourquoi on va pas vers ce format-là? Et puis, moi, c'était très contre-intuitif parce que j'avais vraiment aussi égoïstement, tu sais, comme l'envie de pouvoir vivre, dans le fond, l'expérience de c'est quoi faire un film. Puis faire un film, c'est une expérience qui est collective. C'est-à-dire que si on avait fait cette série-là, tu sais, probablement qu'on aurait pu vraiment aller plus loin, c'est sûr, puis développer les personnages et tout. Mais il n'y aurait pas eu un seul moment, ou peut-être un seul moment, où les gens auraient été rassemblés dans le même endroit pour vivre collectivement cette histoire-là. Okay. C'est toujours l'idée, c'est Kat Brunet qui avait dit ça dans une interview il y a longtemps, j'avais toujours retenu ça, elle disait, les séries à télé, le monde, ils plient leur linge devant, des fois, tu sais. Puis moi, il y avait quelque chose de... Je reviens encore à cette idée-là de religion, parce que c'est un thème qu'on n'explore pas beaucoup dans le film, mais qui est au cœur du roman, c'est-à-dire dans la dimension où j'avais envie de quelque chose de l'ordre du rituel, de la même manière que le rituel du mariage est exploré. Ben, je trouvais ça cool d'explorer le rituel aussi du cinéma. Puis d'amener les gens en salle. Puis l'idée que les gens se déplacent, c'est fort pour moi. Tu sais, qu'ils s'assoient et qu'on ferme les lumières et que là, ils vivent quelque chose. Puis là, souvent, ça nous est arrivé à Philippe et moi. On l'a fait une bonne dizaine de fois depuis. Tu étais là justement à Sherbrooke quand on l'a fait. On l'a fait encore ce week-end. On va le faire la semaine prochaine. Là, les lumières s'ouvrent, puis là, on est là, puis on jase avec les gens de ce qu'ils viennent de vivre. Tu sais, c'est assez magique, ça. C'est puissant, là. Ouais, très puissant. Ouais, vraiment. J'avais envie de ça. J'avais envie de quelque chose qui rassemble. Ouais. Ben bravo, parce que je me demandais vraiment, quand j'ai su qu'il y avait que j'allais voir le film bientôt, je me suis vraiment demandé, parce que tu es beaucoup dans ta tête, dans le livre. Ouais. Puis je me demandais donc comment que le réalisateur allait faire pour mettre ça, tu sais, puis
moi, j'ai vraiment aimé... Mais Philippe sait qu'est-ce qu'il fait. C'est un grand réalisateur. C'est quelqu'un qui travaille tellement sérieusement. Et il savait, il avait nommé, puis moi, ça m'a aidé dans l'accompagnement, puis dans la coécriture, d'essayer d'aller toujours vers là. C'est un film sur l'anxiété, mais comment tu filmes ça, l'anxiété? C'est ça. Donc, comme il dit souvent, une fois que tu as vu le gars avoir 2-3 tics, puis de s'essuyer un peu la sueur sur le front, c'est passé. Là. Donc, c'est là que tout le son, toute la manière dont on tourne, tout ce qu'on fait là, comme émotion par rapport au film, ben, participe et c'est là où la structure scénaristique, c'est-à-dire la narration antichronologique, les sauts dans le temps, tout ça, participe à essayer de faire un film qui parle de l'anxiété. Ouais. Et puis qui arrive à nommer quelque chose que je pense qu'on vit toutes et tous à différents degrés, mais qui est pas mal raccord avec le monde dans lequel on vit. Ben ça, je m'en allais dire, l'anxiété est tellement... On dirait que tout le monde en vit maintenant. Avant, on dirait que c'était moins parlé que ça, mais là, maintenant, ça a comme fait un gros boom. Fait que je pense que ça vient rejoindre tellement de personnes, veut pas, sur différents niveaux, justement. Ouais. Toi, c'est sûr que c'est... dans le tapis, là. Ouais. Mais même à ça, je veux dire, un début d'anxiété, la personne est quand même capable de comprendre, comment tu te sens. Ouais, puis s'il n'est pas capable de le comprendre, mais on lui impose un peu dans un film, parce que justement, t'es dans le noir, ça dure 2 heures, le son est dans le tapis, tu vois un kid pas être bien, tout ça. Fait que si t'es minimalement empathique, tu vas toucher un peu à quelque chose de cet ordre-là. Moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, quand le roman est sorti, dans les mois qui suivaient, je trouvais ça hyper émouvant de monde qui vient me voir et disent « Moi, je sais pas c'est quoi l'anxiété, mais là, je t'ai lu, puis là, je comprends mon chum ou je comprends ma blonde. Okay. » Puis j'étais comme « Wow! » Puis ça passe par la focalisation interne dont tu parles. Au cinéma, ben, tu peux pas rentrer à l'intérieur à moins de vraiment... Bon, il y a toutes sortes de stratégies, mais qui sont souvent pas super heureuses. Donc, il faut arriver à montrer ça, mais comme un peu de l'extérieur aussi. Mais après, je pense qu'il y a une grande méditation à voir collectivement sur pourquoi on est rendu là par rapport à l'anxiété dans notre société. Vraiment. Et puis, ça me semble quand même pas si difficile d'observer pourquoi, quand tu vois la vitesse à laquelle les gens, comme dans le fond, veulent que leur vie se passe, une certaine agitation comme ça, les téléphones qu'on a dans nos mains tout le temps, tout ça, c'est toutes des choses qui ont des vraies conséquences. Oui. J'ai encore un bout, ton fameux papa, écoute. C'est vers la fin du livre. Ouais. Puis, je vais le citer. Qu'est-ce qu'il dit? J'imagine que c'était pas ses paroles exactes parce que, bref, tu l'avais pas enregistré quand il t'a dit ça. Ou si ça vient de ta tête, mais peu importe, c'est quelque chose qui est venu vraiment me chercher. J'ai eu les yeux pleins d'eau. OK. Puis ça m'a marqué. Fait que on y va. C'est ton papa qui te dit ça. Je me rappelle plus où, tu me le diras à la fin, la scène exacte. Fais mieux que moi, mon fils. Ne te condamne pas à être malade et à avoir peur. Fous-toi de ce que les autres pensent. Fais ce que tu aimes, Yababa. Fais ce que tu veux vraiment. Écoute. Écoute ce qui parle en toi. Et même si ce que tu entends t'inquiète, même si ce que tu entends t'apparaît insensé, fais-toi confiance, tu trouveras la joie et la paix. Puis on dirait que c'est comme la phrase que tout enfant attend d'un parent. Mais j'avais fait lire à mon père le speech quand je l'ai écrit. Je me rappelle très bien. Il dit « Mais tu sais très bien que je t'ai jamais parlé comme ça. » Mais je dis « Oui, c'est sûr, sauf que... » J'y avais vraiment dit, puis c'est ça la chance de la travail de la littérature, c'est j'ai écrit le speech que j'aurais aimé dire à mon fils. Voilà. Et puis c'est ça, c'est là que ça devient un peu tout ça de la fiction, parce que on n'a pas cette sagesse-là nécessairement. Mais ouais, il y a comme... pour moi, c'est aussi la somme de tout ce que j'ai appris en écrivant ce livre-là, parce que j'ai traversé beaucoup pour écrire ce livre-là, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de frustration. Et
Et arriver, ça c'est vraiment dans le discours du père, finalement, qui est toujours interrompu, tu sais, comme dans la noce, mais qui va lui donner à Virginie et lui dans la voiture, en fait. Oui. Tu sais, donc, Ouais. on a repris un peu quelque chose de cet ordre-là. Il y a un clin d'œil à ça dans le film. Mais c'est ça, le legs du père, c'est de dire, regarde, moi, je me suis peut-être pris dans toutes sortes de trucs où est-ce que, dans le fond, je m'en suis trop préoccupé de qu'est-ce que les autres allaient penser ou de qu'est-ce que ça allait faire qu'on pense ci de ça de moi et Ouais. tout. Il est comme, tu sais, lâche ça, tu sais, lâche ça. Fait qu'effectivement, ça fait du bien, mais tu vois, c'est ça. C'est pas comme si... c'est moi qui ai écrit ces phrases-là, puis c'est pas comme si je les applique, là. J'ai de la misère à être dans la joie, pareil, là. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est Tant venu me mieux, chercher. tant mieux si ça vient de chercher, ouais. C'est vraiment venu me chercher. J'avais des petites questions, genre rapido. Mais pas un genre de c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, là. Non, non. OK, parce que Ben- une fois, je suis arrivé dans un cégep, puis le prof, il faisait... C'était juste ça. C'était un Q&A de OK, la robe de mime était-tu jaune ou pas jaune? Là, je suis comme ouais, OK, ouais, elle était jaune. OK. Tel truc, machin. Là, c'était comme... D'ailleurs, à Sherbrooke, il y avait Oui. une spectatrice qui Ben oui, était je me rappelle, attristée Ouais. du fait que la robe soit Pourquoi pas qu'elle était jaune. verte? Exact. Puis, Ouais. puis tu sais, je pense que ce soir-là, on a plutôt répondu en fonction de choix dramatiques et tout ça, mais il y avait aussi une réalité qui était celle de la caméra. Tu sais, que tu sais, le jaune par rapport au look qu'on voulait dans le film et tout ça sortait moins bien que le vert. Ouais. Et Rosanne Derry, qui joue Myriam, m'a dit en fin de semaine, parce qu'on a passé un peu de temps ensemble, qu'elle avait eu des gens sur Instagram qui lui ont écrit pour dire « Ah, elle est belle, ta robe, elle vient d'où? » La robe verte. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a la robe jaune puis il y a la robe verte. Ouais. Mais je t'ai interrompu, excuse-moi. Mais non, ça va, mais Ouais. honnêtement, j'avais même pas remarqué. Quand que la fille s'est levée pour demander ça, j'étais comme, ah ouais, tu sais, j'avais pas porté attention. C'est pas un détail. Mais c'est qui super m'a- beau. C'est super beau que le courage que ça prend aussi de se lever puis de dire aïe, aïe, moi, ça m'a vraiment parlé. C'était super important pour moi. Pourquoi? Ouais. Puis ça en dit long sur c'est quoi l'expérience aussi d'une adaptation parce que Philippe est très conscient de ça versus le scénario original. Les gens ont tous un film dans leur tête. T'sais, nous, on a eu la chance, moi puis Eric et Alexis au Cartanier, tout ça, d'avoir travaillé ensemble un livre pendant des années en échange et tout ça, puis que ce livre-là, quand il est paru, finalement, il a été dans les mains de milliers de personnes qui, celles et ceux qui ont eu envie d'aller jusqu'au bout et qui ont trippé là-dessus, se sont fait un film. Ouais. Et là, ce qu'on remarque, c'est intéressant parce que là, on y arrive, là, on l'a capable de calculer qui sont les lecteurs qui se sont déplacés ou non. Et puis, on voit que il y a certains lecteurs qui... Puis j'en ai parlé à certains qui disent « Ah non, moi, j'aime mon film que je me suis fait. » OK. Ouais. Ils Tu sais, veulent pas, fait que... ou peut-être plus tard, mais... OK. Ouais. Donc, c'est fort pareil, là. Ouais. Mais Il y a bon, il me cette semble que j'arrête pas de petite t'interrompre. partie-là. Mais là. non, Ouais. ça va, écoute, on est là pour ça. Est-ce que tu as une partie préférée du film qui est venue te chercher ou que ça là, ça te parle là, dans le film? J'en ai plus qu'une, honnêtement. Je suis très, très attaché à ce que Philippe a réalisé comme œuvre. Puis là, on l'a vu beaucoup, là. Tu sais, comme en amont, on l'a vu, comme lui, il l'a vu des centaines, au moins 100 fois. Moi, je l'ai vu peut-être, j'avais calculé une quarantaine de fois dans les assemblages de plus en plus différents. Puis là, c'est sûr qu'à partir du moment où on commençait à le montrer en public, Ouais. ben là, tu le vis différemment parce que tu vibres en même temps que les gens, des endroits et tout ça. Mais il y a des moments vraiment que je me tanne pas, là, puis je les ai peut-être vus 70 fois. Ouais. Là. Notamment, c'est le plan séquence de quand la mère arrive. T'sais, après qu'ils aient mangé le full au tout début du livre, à un moment donné, on a donc les deux cousins Virginie qui sont là. Puis là, Édouard parle du décès de son père. Puis là, Alain lui dit peut-être quand je reviens d'Égypte, on pourra aller au cimetière et tout ça. Fait que c'est une scène assez émotive, tu sais, sur le deuil et tout ça. Puis là, on entend la mère hors champ qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce dépotoir et tout ça? »
Et là, elle débarque dans la maison, dans l'appart, et là, elle part. Puis là, elle part dans ce discours-là où elle parle qu'elle a dû marcher super longtemps pour aller à l'autobus à l'arrêt à Jean Talon, qu'elle est arrivée, que ça faisait une pression sur sa poitrine. Elle rentre, là, c'est comme, waouh, c'est super, contente de voir les enfants. Ah, il y a des... J'espère qu'il y a assez de culottes dans la valise pour quand tu vas la diarrhée en Égypte. Ah, ma belle Virginie. Ah, demain, c'est le grand jour. Là. C'est all over the place. Mais elle est là, une destination, c'est qu'elle doit parler de ses cartes de crédit. T'sais, elle va le prendre de côté puis elle va dire, man, j'arrête pas de recevoir des lettres, des cartes de crédit parce que depuis que j'ai arrêté de payer, ils me harcèlent. Mais elle dit, moi, je suis pas conne, je veux pas payer à ce prix-là. Fait qu'il y a comme un côté. Fait que fait que ça, j'adore cette scène-là parce que Yam Abouchedi a tellement compris qui était ce personnage-là, dans toutes les nuances, puis la dureté, parce qu'à un moment donné, quand elle dit « Viens-t'en me voir », elle est autoritaire en même temps, elle est dure, c'est une femme de tête, puis en même temps, comme elle est un peu à côté aussi, elle est un peu déconnectée, elle pense qu'une fève peut l'empoisonner, tout ça. Donc ça, c'est sûr que c'est une scène qui est importante pour moi. Puis sinon, c'est sur le choc vagal aussi. Okay. Le choc vagal, parce que j'ai tellement pleuré, et c'est dur pour moi de pleurer maintenant, là, comme je me suis tellement endurci avec les années, mais écoute, la première fois que Philippe m'a envoyé ça, là, j'ai vraiment comme beaucoup pleuré. Ah là, ouais? parce qu'il était capable de dire quelque chose qui était, je pense, dans tout ce que j'avais écrit, mais qui, là, il me le montrait différemment, qui était de cet ordre-là de genre, c'est correct, tu sais, c'est pas parce qu'on a souffert qu'il faut faire payer les autres. C'est pas parce qu'on a souffert qu'on doit se faire payer soi-même. Il y a quelque chose par rapport à vraiment quelque chose de la réparation qui moi, travaillait vraiment bien avec cette idée-là, surtout quand il laisse aller. Là, puis là, littéralement, comme c'est quelque chose qui se passe, mais on va pas spoiler, là, mais il y a une sorte de libération. Les choses là, lâchent. Il dit tout le temps, je sens quelque chose qui monte. Là. Il dit ça dans son anxiété. Ouais. Il y a quelque chose qui monte de plus grand que lui, là, qui est comme... Ouais. Ça devait être difficile aussi de voir... Tu la connais, ta vulnérabilité, mais de voir quelqu'un jouer ta vulnérabilité à l'écran... entre autres, les moments, justement, de douleur intense, il y en a plus qu'une. Il y en a que tu es plus vieux aussi. Oui, c'est ça, c'est puis sûr. C'est vulnérable, là, genre couché à terre dans la avec salle la de poire bain. rectale, c'est ça. Incroyable. Pour vrai, ça vient tellement chercher. Puis de toi, voir ça, je veux dire, en quelque part, ça... Moi, c'est pas comme ça que je le vis parce que je trouve que la notion de distanciation quand tu pratiques l'autofiction est très importante. C'est-à-dire que tu vas pas t'embarquer là-dedans sans comprendre à quel jeu tu joues. Là, puis je parlais de ça tantôt par rapport aux relations même de ma mère qui comprend que c'est un jeu et tout ça. C'est une grande chance que j'ai. Mais moi, par rapport à moi-même, à un certain moment, j'en vois ce Alain Farah ou ce Youssef Charbel dans le monde. Mais mon premier livre, moi, s'appelait « Quelque chose se détache du port ». C'est-à-dire que, bien sûr que ça part de moi puis de mes expériences et tout, mais du moment que c'est rendu là dans un objet de papier, je trouve que ça serait une erreur pour moi de trop m'identifier. Et du moment que c'est dans du papier puis que ça devient sur de la pellicule, c'est des niveaux de distanciation de plus. Donc, moi, je te dirais que c'est pas depuis... l'ego que je vois ça, c'est pas au sens égo, pas au sens du jeu, là, c'est pas comme « Ah, moi, c'est mon histoire à l'écran », c'est plus une fierté de dire « Nous, dans le fond, ce film-là participe à montrer qu'est-ce que c'est la réalité de ces gens-là, puis l'humiliation, pour les maladies intestinales, parce que c'est ça, là, ça induit un rapport au monde qui est vraiment différent. Quand tu te chies dessus, là, comme parce que tu es malade, c'est dur après comme de vraiment comme se prendre au sérieux, tu comprends? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'associe une forme d'humour juif même, tout ça, de ta capacité de rire de soi. Pour moi, ça passe par là. Puis Philippe était vraiment, pour ça, incroyablement... généreux dans les envies qu'il y avait qu'on aille là aussi. T'sais. Mais c'est quoi la mince ligne? T'sais, pour que tu le vives comme tu l'as décrit,
il fallait être très mesuré. Mm-hmm. Parce que c'est vite le pathos, c'est vite pornographique au sens comme étymologique. Là, c'est vraiment in your face. Là, c'est trop in your face très vite. Là, il y a comme quelque chose qui est tendu, mais on a besoin de l'avoir, la poire rectale. Parce que n'importe qui deal avec ça, c'est pas propre. Là, de la même manière que on en a des fictions collectives comme ça. Moi, j'enseigne le cinéma notamment, puis j'adore un de mes films préférés de la cinématographie québécoise, c'est De mère en fille de Anne-Claire Poirier, où, dans le fond, on est en 1968, puis elle montre un accouchement là, dans le détail, avec des gros plans, puis tout ça. Puis, écoute, je suis dans des classes, j'ai 60-70 kids, puis il y en a la moitié qui manquent de tomber raide mort là, quand ils voient ça. Puis t'es comme, c'est weird que votre entrée dans le monde... comme ce soit quelque chose que vous imaginez là, avec des cigognes puis des choux ou je sais pas quoi. Oui. Je suis comme, allô, là, il y a du sang puis il y a de la merde, là, tu sais. Ouais. Puis ça, man, mais ça participe pour moi de la violence qu'on vit de dénégation aussi, tu sais. Donc, écoute, tu sais, vraiment, il aurait fallu être vraiment, sans jeu de mots, culotté pour faire un film sur la maladie de Crohn. Puis, tu sais, pas montrer ces scènes-là qui sont le quotidien des gens en crise. Ouais. Puis, je sais pas de quoi est fait ton following, mais, tu sais, comme s'il y a des gens qui ont ces maladies-là, ben, ils le savent, tu sais, comme le prix que... tu sais, le prix élevé de l'humiliation, là, tu sais, comme... Tu sais, bon, enfin... Merci, honnêtement, d'avoir mis ça frontal à ce point-là parce que, comme je t'ai dit, moi, j'avais zéro idée. Même, tu le décris dans ton livre, mais on dirait que je sais pas, j'avais pas assimilé que c'était à ce point-là puis que c'était si souffrant que ça. Puis, mais là, je sors du film puis je suis comme, OK, wow. Tu sais, je comprends ceux qui ont cette... Ben, pas à 100%, mais dans le sens, c'est ça. C'est ça, je peux... fait que bravo. C'est de l'ulcération, hein? C'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que, dans le fond, les maladies inflammatoires de l'intestin, ben, quand l'intestin... Ben, c'est tout le système digestif de la bouche à l'anus. Tu sais, comme quand ces parties-là s'inflamment, ben, à un certain moment, ils s'inflamment par un processus qui est auto-immunitaire. Donc, ça veut dire que c'est tes globules blancs qui t'attaquent. Tu sais, donc, c'est un processus d'inflammation. Ben, à un certain moment, ben, ça va amener des lésions qui vont ulcérer puis qui vont créer toutes sortes de problèmes comme subséquents, des abcès, des fistules. Fait qu'il y a quelque chose de très... tu parles de frontal, c'est ça, quelque chose de très raw dans genre, OK, c'est une plaie ouverte. Tu sais, je veux dire, le premier symptôme d'une colite, parce que c'est... Et là, je suis en train de t'enlever des followers, c'est sûr. Là, c'est tellement down. Mais non, écoute. Mais c'est ce qu'on appelle la diarrhée sanguinolente. Tu sais. C'est qu'à un moment donné, tes parois sont ulcérées, fait qu'ils saignent. T'sais, donc c'est le problème. Puis c'est pour ça que quand tu as la gastro ou whatever, tu appelles au 811 puis tout ça, la seule chose qu'ils veulent savoir, c'est as-tu du sang. Oui, c'est ça. OK. Puis tant que tu n'as pas de sang, ben, c'est que dans le fond, la paroi n'est pas atteinte. OK. Alors que c'est ça qui te choque quand tu commences à être malade. C'était comme fuck, tu penses que tu vas crever parce que c'est ça. Mais finalement, souvent, c'est pas si grave que ça, mais c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ouais. Puis là, après, ben, tout le jeu. Si on veut, thérapeutique, c'est de contrôler cette ulcération-là pour pas que ça amène tous les autres problèmes que ça peut amener, tu sais. Fait qu'on voit mon petit bonhomme, tu sais, comme en train de se tordre, ben, il se tord de quoi? Il se tord dessus parce que ça passe pas? Il se tord dessus parce qu'il y a un gaz terrible qui est bloqué? Il se passe dessus parce qu'il y a un fécalome? Il se passe, tu sais, comme il se prend dessus de même parce que il y a de quoi qu'il y a stretch, tu sais, comme qui... Fait que c'est pas important parce que toutes ces réponses sont bonnes, tu comprends? Puis... on le voit. Tu juste. Ouais, c'est ça. Il est en souffrance intense. Ouais. Là. Écoute, c'était super émouvant, Bilal, qui était là d'ailleurs le soir où tu étais là. Exceptionnel. Puis, écoute, on pleurait tous là, sur le set là, quand il a donné cette performance-là. Puis Phil n'a pas gardé la take la plus intense en plus. Ah ouais? Ouais, c'était over the top, là, sinon. Là. Je pense que nous, on l'a vraiment vécu, puis ça ressemblait plus à ça dans la vraie vie. Mais on était comme, faut qu'on... T'sais, on est à minute 3 du film, là. Ouais, OK. J'aurais aimé ça l'avoir. On va finir avec des questions, 3 questions super personnelles sur toi. C'est pas... c'est quoi tes films préférés?
Mes films préférés, Oui, ça m'intrigue. j'en ai beaucoup. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que je suis tellement prévisible, là, tu sais, puis je sais pas trop, un certain moment, je pense que quand Mille Secrets est sorti, j'avais vu passer quelque part que genre, Farah, va-tu en revenir du parrain, là, tu sais, parce que dans tous mes livres, je parle du parrain. Mais c'est sûr qu'il y a ça. Tu sais, Pulp Fiction, j'en parle très souvent, de l'univers de Tarantino, tout ça. Il y a plein de choses, tu vois, mais là, pour faire changement, je parlerais de quelque chose que j'ai moins exploré dans Mille Secrets, une référence qui est celle de Chris Marker, donc La Jetée de Marker, qui est un photomontage de 28 minutes, qui est une histoire tragique, une boucle comme ça sur un gars qui veut voyager dans le temps. C'est que des photos, mais très inspiré d'Hitchcock en même temps, tout ça. Et puis, ça va donner, en fait, le prétexte narratif à Terry Gilliam, genre 30 ans plus tard, quand il va faire 12 Monkeys. C'est l'histoire qu'on voit dans 12 Monkeys de voyage dans le temps pour essayer de réparer, d'empêcher la guerre qui commence et tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un peu mon film culte, là. C'est un film de 28 minutes, seulement avec des photos, pas de live action, tout ça. Comment t'as dit La Jetée? La Jetée, ouais, comme la jetée d'un aéroport, ouais, c'est ça, tu sais. Et puis Chris Marker, c'est ça, m'accompagne depuis le début de ma vingtaine. C'est une prof qui s'appelait Joanne Villeneuve, qui m'a fait connaître ça à l'UQAM. Et puis, tu vois, moi, quand je pense à mon prochain roman, je pense toujours au même titre, Sans soleil. Puis c'est un autre film de Marker, tout ça. Donc ça serait ça, je dirais, La Jetée de Marker. OK. Puis dans Tarantino, là, je sais que tu as nommé Pulp Fiction, mais c'est-tu lui ton Non, même? c'est tout. Je connais bien. Puis je trippe avec mon fils. On est vraiment des fans de Tarantino. Puis c'est ça, j'apprécie. Il reste, lui, c'est sûr, qui est immense parce que c'est comme une sorte de découverte. Puis Reservoir Dog était comme un tel exercice de style que, dans le fond, tu peux être full impressionné, mais on dirait qu'il n'y a pas encore toutes les possibles de l'œuvre qui se déploient. Mais je le suis. Puis j'adore la take de genre, je vais faire 10 films, puis j'arrête après. Puis là, il y en a fait 9. Mais fait que, genre, autant du fun. Jackie Brown est vraiment underrated, je trouve. Là, c'est vraiment, pour moi, un film exceptionnel, mais tu sais, j'ai du fun. J'ai du fun même quand il se caricature, tu sais, comme je l'aime, tu sais, comme je sais pas si j'aimerais le bonhomme, mais j'aime son cinéma, j'aime qu'il soit aussi over the top et tout ça, mais je te dirais quand même que Kill Bill, tu sais, il y a quelque chose d'un peu, tu sais, le fait qu'on est comme plus que 4 heures de temps dans cet univers-là, l'esthétisation, comme les références au Japon, tout ça. Mais sont toutes grands à leur façon. Je peux regarder là, l'attaque de Inglourious Basterds, là, le premier 25 minutes là, avec le personnage de Shoshana qui est dans le plancher, tout ça. Comme... je peux regarder ça non-stop. Là, je peux regarder ça une fois par semaine, je vais être content. C'est un vrai pacing, le fun. C'est pas... Puis il y a l'inventivité cinéma aussi. Moi, ça m'intéresse pas au sens où c'est pas mon métier de faire du cinéma. Là, tu comprends? Moi, je raconte des histoires. Mais je suis capable d'apprécier c'est quoi un découpage, puis c'est quoi... Puis là, tu regardes ça, puis t'es comme... Tabarnouche, c'est comme comment c'est beaté, là. Ouais. Incroyable. Ces dialogues sont Oui, toi, t'es une tripeuse aussi de Tarantino? Ah ouais. Moi, c'est Kill Bill puis Death Proof. Ah ouais, OK, Death Proof, on le nomme jamais, ça. Parce que Death Proof, c'est dans le fond, c'est un mini-film, c'est tout ça? Non, c'est un film comme au même titre que... C'est vrai? Ben, c'est 1h30, là, à peu près, 2 heures. Mais il y a un statut bizarre, non, ce film? D'habitude, on le compte. Je sais jamais si on le compte ou on le compte pas. Parce que... Ben, c'est parce qu'il avait fait un genre de programme double avec... Il y avait Death Proof, que c'était Tarantino, puis il y avait avec Rodriguez, que lui avait fait... From Dusk Till Dawn? Non. Tu sais, la fille avec... elle a comme une jambe de gun. Planète Terreur. OK. Puis c'est un programme double. Oui, il avait sorti ça. C'est ça, ils le vendent souvent les deux ensemble au cinéma. Mettons, ils étaient les deux back-à-back. Mais je sais pas pourquoi, c'est ça. Death Proof, j'ai toujours l'impression que c'est comme un side project ou tout ça, mais tu vois, lui, je le vois jamais. Je sais même pas si je l'ai vu, fait que c'est comme... c'est merveilleux. Moi, j'adore Death Proof. Vraiment. OK, je vais aller voir ça. Mais c'est sûr que c'est Tarantino qui l'a fait. 100%, là. Fait que mais c'est au début des années 2000? C'est quand... Je pense que oui, parce que ça fait quand même...
Ouais, peut-être 2000-2005, maintenant. OK. Peut-être. OK. J'ai vraiment de la misère Je suis d'un date, comme, là. OK. Mais c'est pas récent, là. Non, c'est sûr. OK. Mais ouais, OK. je l'écoute en boucle, là. OK. Je pense que c'est pour ça que Kill Bill, tu sais, c'est tellement féminin. Ouais. La bataille avec Uma Thurman du début de Kill Bill 1, c'est une vraie... Dans la ça cuisine, aurait tu pu veux être dire? deux gars. Oui. Dans la cuisine, ouais, avec les céréales puis tout ça, là. C'était incroyable. Juste ça, je fais wow. Ouais, non, mais il y a des choses le fun qu'il a faites, tu sais, avant que tout le monde veuille, tu sais, comme être woke ou whatever, là, tu sais, comme il y a des affaires, tu sais, comme Jackie Brown aussi, tu sais, l'histoire de Jackie Brown, tu sais, tout ça. Il y avait des instincts sur la différence et tout ça. Puis en même temps, mais ça, c'est des choses tu sais, qui sont... On peut les questionner. Est-ce que c'est la bonne personne pour écrire sur l'esclavage ou des trucs comme ça, tu sais? Mais whatever. OK, je vais checker ça. Oui, vraiment. Ton votre film préféré? Livre. Livre? Que tu as beaucoup aimé. Ouais, ça, les livres, il y en a tellement. Tu sais, cette réponse-là varie en fonction de... Tu sais, comme... Mettons en ce moment moment. Où je suis. En ce moment, dans quoi je suis en ce moment? Je suis dans plein de trucs. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris d'un livre qui est paru récemment, il y a à peu près 1 an, de Jean-Philippe Chabot, qui s'appelle Voyage à la Villa du Jardin Secret. OK. Qui est un livre que J.P. Chabot a écrit, donc c'est paru au Cartanier. C'est un livre qu'il a écrit avec la collaboration d'une amie qui s'appelle Audrey-Anne Bélanger, qui est en situation de handicap. Et puis, c'est l'histoire de leur amitié. Et c'est l'histoire, ça a comme prémisse un peu cette idée-là que l'écrivain va raconter l'histoire de vie de cette jeune femme-là qui a une maladie dégénérative, qui va mourir jeune et tout ça. Mais ce qui m'a bouleversé dans ce texte-là, c'est que il arrive à très bien mettre le doigt, justement, le doigt sur ce qu'on a le droit ou non de dire. Parce que très rapidement, on voit à quel point parler de la vraie vie, puis parler des autres, des gens qu'on aime et tout ça, c'est éthiquement problématique. Et puis lui, il assume complètement ça. C'est un livre très inventif, tout ça. Donc ça, c'est une lecture l'année passée qui m'a beaucoup marqué. Ouais. OK, ouais. Good. Puis la dernière fois que tu as pleuré, et pourquoi? En fait, j'ai une de mes amies... Moi, le cancer du sein, c'est une vraie épidémie. Hein? J'ai perdu ma meilleure amie de ça il y a une dizaine d'années. Et puis, j'ai une autre de mes grandes amies qui est en train de devoir traverser cette épreuve-là. Et puis, c'était un peu spécial parce que quand nos amis vivent ça, souvent, on veut être solide et tout ça. Et puis c'est... Donc, on se parlait beaucoup de ce qui lui arrivait et tout ça, mais on dirait jamais capable d'arriver à ce moment-là où de lâcher prise, puis vraiment que la tristesse peut s'exprimer. Mais ça s'est exprimé quand son compagnon, ils sont aussi ensemble parents de 4 enfants et tout ça, s'est mis à me raconter qu'est-ce qu'il voyait sa blonde vivre et puis à quel point c'était difficile ce qu'elle traversait. Puis là, je me souviens d'avoir été capable de me laisser aller dans cette espèce de partage qui était en fait ce moment où deux personnes qui en aiment une troisième souffrent de la souffrance de cette personne-là qu'ils aiment, tu sais. C'est quelque chose... Puis moi, ça se rajoutait aussi que je pleurais pour mon ami, tu sais, qui voit sa blonde traverser ça, puis oui, avec 4 enfants, tout ça. En plus. Donc, ça serait ça. C'est ça la dernière fois. Okay. C'est son dernier traitement aujourd'hui de chimio à mon ami. Donc, on espère juste que, tu sais, elle va pouvoir un peu se reposer, puis tout ça. Tellement, touche du bois. Puis souhaite bonne chance, puis que tu sois correct. Merci. Aussi, parce que là, ça fait perdre du monde... à cause de ça, Colin. Ouais, je sais, c'est fou, mais il faut donner à la recherche, il faut qu'on comprenne plus qu'est-ce qui se passe, pourquoi autant de femmes sont prises avec ça. Puis c'est à tous les jours on entend ça. Et puis on a la mauvaise impression que c'est pas un cancer qui tue. Alors que ça... Même si ça tue 1 fois sur 10, c'est beaucoup de monde au nombre de diagnostics qu'on entend.
Donc, tu vois, hier, il y avait la course à la vie. Tu sais, comme nous, on essaye de rester aux aguets, tout ça, parce que ça... Et en 10 ans, comme je te dis, j'ai 2 amis très proches qui ont vécu un cancer du sein à 10 ans de différence. On voit la différence dans l'avancée de la recherche. Ah ouais, OK. Tu sais, hormonothérapie, tu sais, possibilité de revoir certains protocoles, tout ça. Donc ça fait une vraie différence. Ah, ça donne espoir, ouais, d'abord. absolument, OK. absolument. OK. Merci, Alain. Merci à Écoute, toi. On va leur dire encore, Mille secrets, mille dangers. Livre qui m'a bouleversée, honnêtement. J'ai adoré. J'ai adoré. Le film aussi. Écoute. Merci. Merci à toi. Ouais. Puis là, je veux juste mentionner que, j'ai oublié de le dire au début, mais on est à la librairie. Ouais, super place. Ils ont déménagé, ils sont dans leur nouveau local sur Ontario Est. Puis c'est magnifique. Fait qu'on remercie la librairie. Puis merci beaucoup à toi, Alain. Merci. Bye. Merci, c'était super. Aujourd'hui, j'étais comme, tu m'as fait full sentir en confiance, tout ça. Je suis contente, Fait que puis merci aussi parce que j'ai eu l'impression de dire des choses que je dis pas tout le temps, tu sais. Fait que ça fait du bien parce que j'en donne beaucoup des entrevues puis whatever, puis il y avait comme plein de manières dont tu abordais les affaires qui m'ont amené à dire plein de trucs nouveaux. Fait que merci beaucoup. Fait que comment ça vit toi, comment tu te chopes parce que